À chacun et à tous, bienvenue. Le principe de la libre circulation des personnes et des biens est en souffrance dans l'espace CEDEAO. L'esprit de l'intégration africaine est froissé et le renforcement des liens entre les peuples reste un vœu très pieux. Cela fait en effet plus de 2 mois que le Nigeria a fermé ses frontières. Conséquence, les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria sont quasi impossibles du fait de la fermeture unilatérale par le voisin de l'Est de ses frontières. Ce 4 donc, novembre 2019, une mission de la Task Force de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens s'est rendue au Bénin pour apprécier la situation. Avant donc d'ouvrir le débat, nous allons écouter à la fin donc de cette mission 2 personnes. Il s'agit donc du ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre béninois Olérien Agbenossi, et puis de M. Salouf Dibo, qui est le chef de la délégation de la CEDEAO. Comme vous le savez, donc, nous sommes là depuis hier après-midi et nous avons effectué depuis ce matin des entretiens. D'abord le matin avec les différents ministres concernés par la libre circulation des personnes et des biens. Donc nous avons fait donc le tour d'horizon par rapport à notre mission. Quelle est notre mission? Notre mission de la Task Force, pour cette fois-ci, c'est pour venir s'informer sur les conséquences de la fermeture des frontières du Bénin et du Niger par le Nigeria. C'est une mission d'information. À l'issue donc de la réunion avec les différents ministres, nous sommes partis voir au niveau de Sémé-Craqué, c'est-à-dire à la frontière, pour voir de visu la réalité sur le terrain. Également au niveau de Sémé-Craqué, nous avons tenu également une réunion avec les personnels sur place, à savoir les agences qui sont là-bas, c'est-à-dire le service des douanes, la police, l'immigration en général. Nous avons également rencontré les transporteurs et également le maire de la commune de Sémé. Donc nous avons fait le tour d'horizon, nous avons posé des questions pour savoir clair pourquoi la fermeture de ces frontières-là et quelles sont les conséquences, c'est-à-dire les impacts par rapport à cette fermeture-là. Nous avons bien noté ce qui a été dit les uns et les autres. Après, nous sommes sortis pour aller voir sur le terrain les différents parkings et les personnels qui traversent les 2 frontières. Nous avons été vraiment très surpris, moi je vais le dire, parce que nous sommes surpris, de voir qu'il y a plus de 1500 camions garés. Et là, si la fermeture persiste, je me demanderai où on va garer encore les autres camions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les conclusions relevées seront transmises ou rapportées à notre hiérarchie, donc acquis des droits, en particulier le président de la commission de la CEDEAO. Donc les conclusions vous seront également données par le ministre des Affaires étrangères. Je ne vais pas aller trop loin, c'est juste pour vous dire que nous sommes là, la Task Force. Ça fait plus de 3-4 fois que nous venons ici au Bénin. Et cette fois-ci, nous sommes venus pour s'informer, justement pour voir pourquoi la fermeture de cette frontière. La Task Force nous a donné l'occasion, l'opportunité d'exprimer les préoccupations du gouvernement de la République. Je voudrais rappeler que le président Salouf Dibo s'était rendu déjà ici le 12 juin 2019, pour être plus précis, après qu'il ait rendu un rapport au président Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, qui est en charge de cette question de la circulation
des biens et des personnes. Et cette visite a été réconfortante puisqu'il avait relevé, nous a dit que le Bénin était champion dans le domaine du respect des textes liés à la levée de toutes les entraves à la circulation des biens et des personnes. Au cours de la réunion de ce matin, ce que mes collègues et moi-même avons exprimé était très clair, c'est que notre pays, sous le leadership du président Patrice Talon, n'a pas changé de posture. Nous continuons pas à être de fervents défenseurs de l'intégration régionale. Nous continuons par respecter les engagements internationaux de notre pays. Nous continuons par rechercher et entretenir des relations de bon voisinage avec tous nos pays frères. Donc nous n'avons, à la date d'aujourd'hui, pris aucune mesure qui puisse constituer une entrave à la circulation des personnes. Nous n'avons pris aucune mesure qui puisse constituer une entrave à la circulation des biens entre le Bénin et d'autres espaces. En tout cas, de notre côté, aucune mesure restrictive n'a été prise. Je dois rappeler que le Bénin est l'un des pays qui, dès le mois d'août 2016, a aboli le visa d'entrée pour les Africains et qui peuvent donc désormais accéder à notre territoire pour les 3 premiers mois sans aucun justificatif et qui, s'ils souhaitent s'établir au-delà des 90 jours, peuvent accomplir des formalités simplifiées puisque c'est la manière pour le président Patrice Talon de contribuer à la consolidation de l'unité africaine, à l'intégration, non seulement de notre région, mais sur tout le continent. La situation dont a connu la task force aujourd'hui va faire l'objet certainement d'un rapport qui est destiné au chef d'État et de gouvernement de notre espace communautaire. Le président Salou Djibo a eu raison de dire qu'à l'étape d'aujourd'hui, c'est par souci de nous acquitter de l'obligation de rendre compte à notre peuple. C'est en exécution de cette obligation que nous avons souhaité nous exprimer devant la presse pour dire que cette mission est ici. Il faut que les Béninoises et les Béninois le sachent, que cette mission a été accueillie. Il faut que nos compatriotes puissent le savoir et que le président a mobilisé plusieurs de ses ministres et son conseil spécial pour travailler avec cette commission. C'est le signe d'un souci permanent d'ouverture. La main des Béninois reste tendue, ouverte, pour explorer les voies et moyens de surmonter très rapidement cette crise-là. Il n'est un secret pour personne que le chef de l'État a rencontré déjà à plusieurs reprises son homologue, son frère, le président Buhari du Nigeria. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, le contact est resté permanent avec mon homologue du Nigeria. Des rencontres sont prévues dans les semaines à venir. Et donc, je veux réaffirmer ici notre attachement aux idéaux, non seulement de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO. Je pense très sincèrement que la visite de cette task force est une bonne chose, ce qui lui a permis de se rendre compte de la réalité aux postes frontières de craquer. Et nous allons poursuivre ces discussions pour que nous puissions très rapidement trouver les voies et moyens de sortir d'une situation qui semble être une impasse. En tout cas, le gouvernement du Bénin reste ouvert, le gouvernement du Bénin reste disposé à explorer les voies et moyens de régler ce problème. Je vous remercie. Nelly Dodjinou, vous avez donc écouté à l'instant deux hommes, pas des moindres, le ministre en charge des Affaires étrangères au Bénin, le ministre Aurélien Guénossi, avec le président Salou Djibo. Finalement, le ministre profite de cette occasion pour s'exprimer. Oui, finalement, on l'a espéré. On souhaitait l'entendre. On souhaitait entendre le gouvernement béninois réagir par rapport à la fermeture des frontières du Bénin. Depuis le mois d'août, septembre, octobre, nous sommes au mois de novembre et c'est par le biais d'une descente d'une mission
de la CEDEAO que finalement le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères, a pu s'exprimer sur la situation de la fermeture des frontières. Pendant longtemps, on les a pas entendus. Moi, à un moment, je prenais ça comme pour du mépris à l'égard du peuple béninois, à l'égard de ceux qui vivent la misère de la frontière, de la fermeture de la frontière, parce que c'est une histoire de commerce, d'échange commercial entre les deux pays. Et vous savez très bien que, quoi qu'on dise, le Bénin, l'économie béninoise vit pour la plupart sur de l'informel, ce qui voudra dire qu'on échange beaucoup de Béninois, beaucoup de commerçants échangent avec le Nigeria. Et c'est resté ainsi. Il a fallu, on a vu le ministre de l'Agriculture, après des semaines et des semaines de fermeture, avant qu'il ne se rende dans les champs pour dire, voilà, proposez-moi quelque chose. Donc, c'est déjà bon que finalement le gouvernement, par le biais de la descente de la mission de la CEDEAO, puisse s'exprimer et nous faire le point de ce qui se fait, des rencontres entre Buhari et Talon, des échanges entre lui et son homologue nigérien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça reste juste à l'étape de mots, d'expressions. On ne voit pas des actions concrètes. On ne voit pas... moi, je voudrais voir tout le temps ce ministre aller au Nigeria, discuter. Même si on nous dit que le président Talon rencontre le président Buhari, c'est souvent en marge des sommets. La dernière fois, on les a vus au sommet Russie-Afrique. Je ne sais pas s'ils ont eu vraiment le temps. Peut-être ont-ils opté, un peu comme on le dirait, puis une méthode indiscrète, ou bien discrète, voilà. Oui, mais méthode discrète est que depuis plus de 3 mois, on ne voit rien venir. Et plus la méthode discrète, mais la Le ministre mesure... estime que le contact est resté permanent entre Et lui pourtant, son homologue nigérian. pourtant, la mesure vient d'être corsée. On est parti pour 1 mois, puis après on a dit fin décembre, et vous avez vu la dernière décision, c'est jusqu'au 31 janvier 2020. Donc, s'il y a contact, s'il y a discussion, s'il y a échange, pardon, la mesure ne peut pas s'aggraver. Non, au contraire, elle devrait être flexible. On devrait peut-être, quand ils ont dit jusqu'au 31 décembre, on nous aurait dit, bon, déjà fin novembre, avant décembre, on aurait trouvé solution. Mais quand la mesure s'aggrave, c'est que vos échanges, vos appels téléphoniques n'ont pas porté leurs fruits. Donc ça voudra dire que le contact permanent dont parle le ministre, ce contact est infructueux. Ça n'a pas de fruits. Non, on regarde. Non, c'est inefficace. On regarde. Écoutez, vous et moi, nous avons peut-être une situation. Et on se dit qu'on échange, qu'on discute du sujet, qu'on essaie de trouver une solution, mais de l'autre côté, il n'y a que la mesure prend de l'ampleur. On est passé d'1 mois à 3 mois. Et de 3 mois, au lieu que ça prenne fin, beaucoup de Béninois disent, bon, au moins la fin de l'année va partir avec cette situation de fermeture. Mais le Nigeria prend une décision pour dire, mes frontières restent fermées jusqu'au 31 janvier 2020. Ce qui voudra dire, concrètement, vos échanges ont servi à quoi? C'est juste la question. On est dans les faits. Mais le Bénin, à travers donc les propos du ministre des Affaires étrangères, affiche une certaine flexibilité quand il dit que le Bénin reste ouvert, le gouvernement reste ouvert, que la main des Béninois reste tendue pour explorer toutes les pistes possibles afin de sortir vous de la savez, crise. un ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas que venir dire en discours. Quand on dit un ministre des Affaires étrangères, c'est de la diplomatie. D'abord, vous êtes diplômé de les choses, vous devez maîtriser les rouages. C'est que vous êtes au contact. C'est que une situation, vous trouvez les moyens pour décanter. Un ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce que il faut voir la chose. Qui échange avec qui? Comment? Sur quel terrain? Sur quels paramètres? Quelles sont les concessions? C'est beaucoup de choses, ça englobe. C'est de la géopolitique, c'est de la géostratégie. Ce n'est pas, non, nous avons la main tendue, nous n'avions violé, parce que je les ai suivis, aucun protocole, ceci. Non! Le Nigeria a pris des dispositions pour protéger son économie. Pour dire, je ne veux plus du riz, je ne veux plus tel produit. Mais en attendant, qu'est-ce que le Bénin fait?
Quelles sont les démarches? Et puis le gouvernement n'a jamais communiqué sur les démarches, sur les rencontres, on n'en a jamais vu. Il a fallu cette descente de la CEDEAO pour qu'on ait le ministre pour dire oui, je suis d'accord, c'est un pas. Faire savoir aux Béninois que quand même quelque chose se fait. Mais il faut aussi accepter qu'on vous dise que votre diplomatie ne fonctionne pas. Parce que si votre diplomatie fonctionne, que vous négociez vraiment, la personne ne peut pas encore prendre des mesures qui aggravent ce que vous négociez. Mieux, on a appris que le Ghana a pu négocier la sortie de ces camions en transit. C'est-à-dire que des camions ghanéens qui transportent de la marchandise quittant le Nigeria pour le Ghana et qui sont obligés de traverser par le Bénin peuvent passer. Donc, au moins, leurs échanges, les échanges entre les Ghanéens et les Nigériens ont porté un fruit, ce qui permettra aux commerçants ghanéens d'entrer en possession de leurs produits et de pouvoir commercialiser. Qu'avons-nous obtenu en retour? Nous qui sommes juste à côté. Nous sommes sur le chemin. Alors, Alphonse Moïse Soudé, après donc des semaines de gémissements, de rougissement, je vais dire même de fermeture des frontières avec des conséquences désastreuses sur l'économie locale, finalement, c'est la mission de la CEDEAO, la task force, qui vole au secours du Bénin. Non, ce n'est pas seulement au niveau du Bénin qu'il y a des conséquences. Quand le Nigeria a fermé ses frontières, c'est que quelque part, les Nigériens, ils vont en ressentir. Non, la CEDEAO est en train de jouer son rôle. La CEDEAO est descendue sur le terrain. Mais moi, je n'ai pas trop compris la question de M. Djibo. Il veut savoir pourquoi on a fermé les frontières. Ce n'est pas le Bénin qui a fermé les frontières. Mais c'est une mission d'enquête au passage. On a dit que le Nigeria a, de façon délibérée, fermé ses frontières. De façon délibérée. Donc, il n'y a pas eu qu'on a fait des reproches au Bénin, qu'on a fait des recommandations que nous n'avions pas respectées. On a dit que le Nigeria a fermé de façon délibérée sa frontière. Mais on a toujours dit quand même qu'il y a eu le commerce des produits prohibés entre le Bénin et le Nigeria, par exemple. Et les Béninois connaissent à peu près ces produits dont on parle. Non, c'est un prétexte. Il faut qu'on arrête ça. Le Nigeria sait pourquoi il a fermé ses frontières. Le Nigeria tente de forcer la main au Bénin. Le Bénin n'est pas un département du Nigeria. Disons les choses clairement. Le Bénin n'est pas un département du Nigeria. Le Bénin est un État indépendant qui peut discuter autour d'une table avec le Nigeria. C'est vrai que le Nigeria, dans la sous-région, a un certain leadership et pense que bon... C'est quand même la première économie du continent. Moi, Voilà. je crois que les problèmes pour lesquels le Nigeria a fermé les frontières ne sont pas des problèmes économiques. Non. Ce qui entre au Nigeria comme ce qui entre au Bénin, écoutez, le Bénin jouit de ce qui vient du Nigeria. Le Nigeria aussi jouit de ce qui vient du Bénin. Quelqu'un a dit, allez demander le prix du riz au Nigeria. C'est 10% d'augmentation. Donc, ça veut dire que le Bénin n'est pas le seul à en souffrir. Le Nigeria sait quel objectif il vise en maintenant les frontières fermées. Disons-nous les choses clairement. Le Nigeria veut forcer la main au Bénin à faire un certain nombre de choses. Et le chef de l'État, en tant que président d'un État souverain, ne va pas accepter. Mais ce que je pourrais reprocher à l'État béninois, l'État béninois aurait pu commencer une tournée vis-à-vis des populations qui habitent les zones frontalières pour les rassurer, pour dire, vous n'êtes pas abandonnés, mais l'État est en train de jouer son rôle. On a quand même observé, il y a quelques semaines déjà, cette tournée du ministre en charge de l'industrie, du commerce, avec son homologue de l'agriculture, qui sont notamment allés au chevet des maraîchers de certaines communes pour demander avec eux comment réfléchir. Ces communes-là sont des zones frontalières. Pour régler. Parce que ces communes, je parle des zones frontalières. Il y a des gens, il y a des Béninois qui ne vivent que de ces activités-là parce qu'ils sont dans les zones frontalières. J'ai dit, on devrait aller vers eux, on devrait leur remonter le moral. Parce que, on a, comme le dit Nelly tout à l'heure, on a comme l'impression que, bon,
ce qui se passe avec nos compatriotes qui vivent de ce commerce-là n'intéresse personne. Les autorités nigérianes et les autorités béninoises savent ce qu'elles se reprochent. Mais je refuse qu'on prenne en otage des populations. Et je l'ai dit la dernière fois, si nous n'avions pas corsé des lois, les Béninois peut-être seraient descendus dans les rues, se diriger vers l'ambassade du Nigeria au Bénin, porter leur doléance. Les Béninois auraient peut-être réagi au niveau des frontières, manifesté de façon pacifique. Mais nous avons tellement corsé les lois qu'aujourd'hui, nous souffrons, mais nous ne pouvons pas parler. C'est ça, parce que quand on veut voter des lois, il faut se dire, mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas nous lier? Si c'était sous d'autres cieux, les commerçants, les populations qui vivent du commerce avec le Nigeria auraient déjà réagi. Vous les auriez vus dans les rues se porter vers l'ambassade du Nigeria. Si ils en font la demande, je ne suis pas certain. Sûr que Joël, on leur poserait une fin de recevoir. Aujourd'hui, combien de Béninois a le courage? Non. Donc moi, je voudrais que le chef de l'État à qui l'adresse. Parce que quand le Nigeria dit ça fait janvier 2020, ça c'est un peu plus compliqué. Et vous savez très bien pour nos mamans commerçantes que c'est en novembre, décembre, à partir d'octobre, que les chiffres d'affaires augmentent. Le flux commercial s'intensifie. Ben oui, s'intensifie à partir d'octobre. Parce que c'est les fêtes de fin d'année. Surtout par rapport au tissu, par rapport aux choses. Les femmes vont se raviter. Elles font le commerce. Donc, au lieu de l'accroissement du chiffre d'affaires en fin d'année, c'est plutôt le shutdown qu'on va observer. Oui, c'est donc je dis cela, le Nigeria se bombe vraiment peut-être le torse, mais cela ne paille pas la population nigériane. Mais moi je parle de mon pays. Qu'est-ce que mon État fait pour rassurer nos compatriotes? Parce qu'il y a des gens qui sont à la maison, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Mais est-ce que cette conférence de presse animée par le ministre des Affaires étrangères n'est pas de nature à rassurer? Il y a combien de lettrés? Le contact parmi ceux qui font le commerce avec le Nigeria. Pardon Joël, ceux qui font le commerce, ceux qui vivent dans les zones frontalières. Moi j'ai vécu dans les zones frontalières avec mon frère qui était agent des douanes. Combien parlent français pour comprendre ce que le ministre des Affaires étrangères a dit là? La plupart c'est le goût, c'est le Yoruba ou l'anglais. Vous avez fait conférence, c'est pour les intellectuels, ceux qui sont calés dans la tête, mais ceux qui font leur commerce, ça ne leur dit rien. Moi, je dis, descendez sur le terrain. Une équipe gouvernementale, ce n'est pas un ministre ni deux ministres. Ils n'ont qu'à faire le tout pour voir. Les gens souffrent. Et le Nigeria est en train de surfer sur ça. Il se dit, si je corse mes dispositions, on veut se citer, ce n'est pas la première fois. Ceux qui connaissent l'histoire de 89, avant que la conférence nationale intervienne, le Nigeria avait déjà entre-temps fermé pendant 6 mois ses frontières. Avec le général Boari. Boari, toujours le même Boari. Maintenant, on parle de CEDEAO, on va faire le compte rendu là-bas. Boari, il est à quel niveau? Il est là-bas. Il est là-bas. Le plaignant est celui qui va vous recevoir. Non, l'oppresseur, si vous voulez l'expression, c'est lui qui va vous recevoir. Donc, tout ce qu'on fait là, tout ramène à Boari. Moi, je ne suis pas convaincu, Joël, que ça soit forcément des problèmes qu'on appelle de fraude, des problèmes de riz, machin. Avocat, j'ai lu même quelque part que, bon, le Nigeria se fâche davantage parce que le président béninois aurait reçu le président indien. Donc, désormais, bon, j'ai dit, écoutez, qu'à cela ne tienne. Mais nous, ce qui oppose les gens ne doivent pas, parce que les populations qui sont... Faites le tour. Donc je demande au président de la République. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, ça, nous avons un parlement, questions orales avec débat au gouvernement, pour que le gouvernement dise à la représentation nationale quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour secourir les populations qui vivent de ces commerces-là. C'est ça, parce que ne pas permettre aux gens de vivre de leur commerce, on va développer une autre forme de délinquance. Nous allons très bien. À la fin de la Alors, ce qui est sûr... selon donc un rapport publié depuis juin 2019, rapport sur la circulation des biens des personnes dans l'espace CEDEAO, rapport rédigé par les soins de Salou Djibo, transmis au président burkinabé Marc Christian Kaboré. Le Bénin donc est champion dans le respect des principes de libre circulation des biens et des personnes dans la région. On sait que depuis août 2019, le Bénin a supprimé le principe de visa
avant l'atterrissage ou bien l'entrée sur notre territoire pour les pays africains, quitte à ce que 3 mois après, on puisse donc vous obliger à faire donc des formalités et simplifier. Alors, malgré tout ça, où le Bénin est affublé donc de ces points, de ces bons points, finalement, le Bénin est victime d'une mesure unilatérale du grand voisin. C'est comme le grand frère qui a envie de tirer les oreilles à son petit frère. Vous savez, cette question de libre circulation des biens des personnes, moi je pense que c'est resté à l'étape des papiers, c'est resté à l'étape des bons voeux d'une institution sous-régionale qui voudrait. Les tracasseries routières, faites le voyage, faites, je sais pas, hein, qui vous Il y a également les faux frais de franchissement des frontières, qui courent toujours la rue. C'est comme ça. Chaque pays est jaloux de son territoire, de sa souveraineté, impose ses règles, son dictat. Toutefois, le Bénin est cité comme bon élève en matière de libre circulation des biens et des personnes, mais ce n'est pas évident. Nous savons très bien pourquoi cette crise intervient, nous le savons très bien. Et des camions en transit qui se font taxer à tel montant est versé dans les comptes de telle structure et on a l'impression que c'est une personne qui reçoit et puis le trésor reçoit à peine 5%. Il y a tout ça, c'est tout un mélange. Et le monde politique, c'est tout autre chose, la géopolitique, c'en est autre. Le Nigeria ferme ses frontières unilatérales, sans en informer. C'est une disposition pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté. À nous de négocier et de trouver les moyens de négociation. Vous savez, vous ne pouvez pas tenir tête à peu importe votre indépendance. C'est comme si vous avez un Venezuela face aux États-Unis qui mettent toute la pression. On sait le problème du Venezuela, c'est le pétrole du Venezuela. Donc, malgré ça, on sait comment ça fonctionne. Le monde, c'est le monde des plus forts et des plus faibles. Tâchez de ne pas être plus faible sur le plan diplomatique. C'est comme la Palestine et l'Israël. Tout le monde a conscience de ce que vivent les Palestiniens, de cette dictature de l'Israël, pour ne pas dire même, on est dans l'esclavage moderne, on les tue dans la bande de Gaza, une prison à ciel ouvert. C'est le monde qui est comme ça. Et donc, vous vous retrouvez aussi avec le petit Bénin, aux côtés du grand voisin, la première puissance économique du monde, de l'Afrique. Donc, vous négociez avec, parce que vous n'êtes pas, oui, vous êtes un État souverain, vous êtes un État indépendant, mais en matière de géopolitique, sur la scène politique, vous ne valez pas les mêmes choses. La France n'égale pas forcément les États-Unis. Et les États-Unis face à la Chine a de la retenue. Donc, c'est le monde qui est comme ça. C'est une question de rapport de force. Et quand vous vous retrouvez en position de faiblesse, vous trouvez les moyens, la méthode d'y aller. Vous trouvez des alliés. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie avec les combattants kurdes. Il a fallu que la Russie s'y impose. Vous avez vu le cas de la Syrie. Il y a beaucoup de choses. C'est comme ça le monde. Le monde est fait des plus forts qui veulent toujours maintenir leur position de fort. Il y a ceux qui vont lutter pour quitter la position de faible, comme la Chine, qui regarde égal à égal les États-Unis. Quand la Chine touche les États-Unis aussi, il y a des soucis. Donc, c'est ça le monde. Donc, quand vous êtes dans une position du genre, vous trouvez les moyens, la diplomatie, vous trouvez des alliés avec qui vous allez porter le combat. Si la Syrie... Mais ce qui est évident, c'est qu'avec cette descente de la mission de la CEDEAO à la frontière de Sémékraké, les autorités béninoises ont affirmé qu'elles n'ont jamais violé aucune réglementation dans l'espace CEDEAO, et finalement même les populations percevaient cette mission comme une mission comme des messies. Vous savez, les populations s'attendaient à ce que on ouvre les frontières. Quand j'ai suivi, avec l'arrivée de Salou oui, Djilo. quand j'ai suivi le reportage que j'ai suivi sur RFI, ils espéraient, ces camionneurs, ces gens qui sont en transit espéraient qu'on règle le problème.
Parce qu'on parle quand même de plus de 1500 camions bloqués, stationnés. À la Avec frontière. les conséquences sur la population frontalière. C'est de ça Soudé parlait tout à l'heure. Il faut discuter avec ceux-là, les rassurer parce que quand vous avez 1500 camions, c'est au moins 3-4 personnes par camion, voire 5. Avec le lot de banditisme, parce que j'ai entendu dire dans le reportage que j'ai suivi sur RFI, que beaucoup de ces enfants apprentis, je sais pas, chauffeurs, se retrouvent en prison pour des petits cas de vol, pardon, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Vous voyez le drame qui se produit. C'est des gens qui, 1500 camions, c'est au moins 1500 personnes fois 3 fois 5 qui vont s'installer dans cette zone avec tout ce qui a comme conséquence sur nos enfants, sur nos jeunes filles, sur les commerces, tout et tout. Et d'où la nécessité de discuter, d'échanger, de trouver des mesures palliatives pour ces personnes-là. Oui, on sait que le commerce à l'intérieur, ça bat de l'aile, c'est difficile. Et quand on vous dit depuis le mois d'août, la douane béninoise n'a reçu, je sais pas, 0 franc a reçu, 0 franc, rien reçu. Il faut craindre pour le budget national, même s'il ne faut pas s'arlamer, mais il faut craindre pour le budget national. Donc, quand on rassure, oui, c'est bon, cette sortie, ça allait de rassurer. Mais moi, je pense qu'il faut prendre les taureaux, pas les cornes. Et ne Vous pas... attendez des fruits. Moi, je comme veux... les camionneurs qui souffrent au niveau des frontières. Oui. Les maraîchers qui souffrent pour livrer leurs produits. Est-ce qu'ils ont encore ces produits? Est-ce que ces produits n'ont pas eu le temps de pourrir? On n'a même pas pu trouver des solutions pour eux. Le Togo tout près a fait quelque chose pour les producteurs de fruits, de tomates, de ceci. Le gouvernement a racheté la production, même si ils n'ont pas fait des bénéfices, quand même leur production n'est pas allée sur un tas d'ordures. C'est ça ce que moi je souhaite, c'est-à-dire qu'on prenne les choses, qu'on pose des actes pour faire croire ou bien pour ramener l'individu, le citoyen béninois dans un sentiment de on ne nous a pas abandonnés, on fait quelque chose pour nous. Vous imaginez, depuis 3 mois, c'est resté là, c'est tout comme si bon, le Nigeria a fermé, bon, dès qu'il sera fatigué, il va finir par ouvrir, ou bien bon, eux-mêmes, ils ont forcément besoin du riz, dès qu'ils vont finir leur stock, ils vont finir par ouvrir. Alors que la stratégie du Nigeria, c'est très bien de montrer à sa population que nous pouvons nous passer du riz qui provient du Bénin, qui provient du... et que nous pouvons consommer le riz importé, à l'interne et montrer aux producteurs nigériens qu'il y a la demande sur le marché. Si le riz manque, c'est que vous pouvez produire et servir. Donc, il y a tout un mélange. Et moi, tout ce que je voudrais, c'est que on pose des actes concrets. Ces populations autour de ces frontières ont d'autres réalités. Quand vous vous retrouvez avec 1500 fois 3, fois 4 personnes sur votre territoire, l'open terre là, vous voyez ce que ça crée? Même le chef de délégation, le président Salou Djibo, en prenant donc des écarts, dit mais si ça continue, les autres camions vont stationner où? Voilà, c'est-à-dire il y a un impact direct sur cette population, d'où la nécessité d'abord pour le gouvernement de descendre. Moi, je voudrais... Oui, Vous soupçonnez que le Bénin s'entête, un entêtement du Bénin, une résistance affichée dans la négociation, bientôt jaloux de sa souveraineté, un peu comme le disait Alphonse Moïse Soudé, oubliant cette considération géostratégique, diplomatique dont vous parliez il y a un instant. Est-ce que vous sentez que c'est de ça qu'il s'agit, la ténacité du pouvoir béninois? Je ne sais pas si c'est une question de ténacité, mais moi je pense que c'est une question de bon. Dès qu'ils seront fatigués, ils vont finir par l'ouvrir. Quand vous suivez les commentaires, quand vous suivez ceux qui communiquent pour le gouvernement, ce qui se lit, c'est tout simple. Dès qu'il sera fatigué, il va ouvrir. Ou c'est politique, c'est telle personne qui fait. Donc c'est à cause de tel, c'est à cause de on a cité des noms. Du coup, on ne sent pas la nécessité ou on ne prend pas la mesure des choses. Alors que le vrai problème est là. Vous voyez toutes ces zones-là, en fin d'année, l'impact que ça a sur ces populations, le commerce, nous savons déjà de quoi ça retourne, parce que les dames, depuis 3 mois, ne font plus rien. C'est vrai, ils ouvrent de 6 heures à telle heure, ils laissent passer quand même les individus, les personnes, mais les marchandises, non. Quand vous entrez au Nigeria,
vous revenez les mains vides. À quoi ça vous sert d'aller au Nigeria si vous n'êtes pas habitant du Nigeria? Donc, il y a ce problème. Et c'est le peuple qui ressent cette douleur-là. Cette pression économique, c'est le peuple qui ressent. C'est vrai, le Nigeria nous a fait une largesse en laissant encore couler le liquide vital pour nos motos et voitures. Parce que si le Nigeria voulait vraiment fermer, il n'y aura même pas une goutte. Les stations seraient déjà bondées du monde. On a encore l'essence à 450 francs. Les nôtres font leur petit business avec ça encore. 600 par ailleurs, 500. Parce que le Nigeria est encore toujours dans sa stratégie pour ne pas vraiment s'attaquer vraiment à la basse classe. C'est pour ça que je vous dis, c'est d'abord le problème, c'est d'abord politique. Si le Nigeria voudrait, en une journée, l'essence serait passée à 1500 francs, où il n'y en aurait même pas. Et la situation serait plus dramatique. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, est-ce qu'il n'est pas temps de descendre les mailles de l'escalier, un peu comme le souhaitait Nelly, en assouplissant les positions, parce que quand même, à côté du Nigeria, le Bénin, c'est un petit État, même avec son titre de souveraineté. Non, vous savez, tout à l'heure, vous parliez de la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je suis allé à Jos, 335 km de Abuja. Parce qu'en ce temps, sur les cartes d'identité, on avait mis ECOWAS. Je suis arrivé à la frontière, je suis allé avec cette carte d'identité, avec la carte de vaccination. Mais je sais combien j'ai payé. Mais le douanier nigérien m'a dit, il s'en fout de ECOWAS. Il s'en fout de ECOWAS. C'est au Bénin qu'on laisse les gens circuler. Je suis allé en septembre à Accra. Je vous ai dit, arrivé au Togo, le douanier togolais m'a demandé 2000 francs. Pourtant, j'avais cette carte-là. J'ai dit, mais quand même, vous n'aurez... Il dit, non, ça c'est chez vous, ça. Donc, il faut dire qu'à un moment donné, nous sommes retrouvés seuls à respecter ces dispositions-là. C'est vrai qu'il faut faire baisser le mercure. Mais il faut que le Nigeria, je dis, je le répète, le Bénin n'est pas un département du Nigeria pour que le Nigeria veuille nous imposer sa volonté. On peut négocier d'égal à égal. Alors, que faites-vous alors pour vous affranchir de l'influence du Nigeria? Vous savez, si vous êtes dépendant du pays, vous considérez forcément ça. Et puis, le Nigeria a cité beaucoup d'exemples dans le monde. Je suis d'accord. Nous dépendons du Nigeria, mais le Nigeria dépend de nous. Et si le Nigeria vous contourne? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier... Quand le Nigeria va nous contourner, quand le Nigeria nous a déjà contourné, vous allez à Accra, vous allez retrouver les produits d'un côté, ça passe par la mer. Mais il y a des commerçants nigériens qui sont venus acheter des produits ici, mais qui depuis ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Ils ont dû quitter l'hôtel, ils ne sont pas rentrés. Donc, quand je dis, les conséquences sont partagées. Mais il faut que le gouvernement... Mais qui paie le plus? C'est le Bénin. D'accord. C'est parce que le Bénin paie le plus qu'on pose le problème. Moi, je demande à notre gouvernement de prendre ses responsabilités. On peut négocier. Parce que moi, je n'ai pas encore vu dire de façon officielle ce que le Nigeria nous reproche. Je n'ai pas encore vu une autorité béninoise dire de façon officielle à la face du monde, voilà, si ce n'est pas les documents que nous avons vus circuler. Alors, comment expliquez-vous que les autres États, comme le Ghana, le Burkina, le Niger, réussissent quand même à rentrer dans une sorte de discussion permanente avec le Nigeria, et puis quand même faire prendre des arrêtés à l'interne de leur pays pour montrer au Nigeria que nous sommes également en train de nous aligner sur vos exigences et qu'il y a de petits pas, de petites ouvertures qui s'offrent déjà, et que le Bénin, on ne sent rien, et puis je peux me tromper dans mes analyses. En fermant les frontières avec les autres pays, en réalité, ces pays-là ne sont pas visés. Ces pays-là ne sont pas visés. Le pays qui gagne plus du Nigeria, c'est le Bénin. Moi, je connais des transitaires qui ne font les affaires qu'avec le Nigeria, mais qui depuis sont à la maison. Et ils mangent quoi? Mais écoutez, vous êtes obligé d'aller racler le fond de la marmite. Mais c'est ce que je dis. Donc, il faudrait que malheureusement, le patronat n'existe plus. Sinon, le patronat aurait pris son baptême de pèlerin, rencontré les opérateurs économiques qui font des affaires en direction du Nigeria. Ça, c'est aussi un lobbying. C'est un lobbying. Nous n'avons aucune structure pouvant permettre au Bénin de faire le lobbying. On n'en a pas. On n'en a pas. Au-delà de l'État, je suis convaincu qu'au Nigeria, Buhari n'a pas fermé sans l'accord des opérateurs économiques.
il n'a pas fermé sans consulter quelqu'un comme On a Dangote. quand même la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCB. Dont les terres sont en train d'être corrigées pour remettre les choses en ordre. Je parle du patronat, c'est-à-dire que l'ensemble, le creuset où se retrouvent les opérateurs économiques, ceux qui payent des impôts à l'État, ils ont plus. Ils peuvent entrer en négociation avec la structure homologue du Nigeria pour discuter. C'est ça qu'il y a que cette structure n'existe pas. Il n'y a que il n'y a pas de regroupement de ces commerçants-là. Il est temps. Moi, je dis, l'État a un grand rôle à jouer. L'État, les ministres concernés doivent faire le tour de toutes ces frontières-là. Parce que c'est pas seulement à Porto-Novo, il faut aller à Igolo, il faut aller dans au niveau des grandes frontières. Oui, pour on va voir. finir l'émission rapidement par un angle qui m'intéresse, c'est l'après-rapport. Le président Salou Djibo a dit qu'il a fait le compte rendu acquis de droit. Mais comment entrevoyez-vous la gestion de ce rapport qui sera fait? Vous savez, les États, il n'y a pas de moyen de coercition. Il n'y a pas de moyen de coercition. Chaque État membre de l'UEMOA ou de la CEDEAO, de n'importe quelle institution, garde sa souveraineté. Donc, vous avez du mal à contraindre un État à appliquer telle ou telle décision. C'est pareil, quand on dit libre circulation, vous allez au Burkina, vous allez au Togo, les gens vous font ce qu'ils ont envie de vous faire. Seulement que sur le plan diplomatique, il y a des moyens. Par exemple, on vous refuse des accords de prêt, des accords de financement, de ceci, de cela. Vous êtes cité comme le mauvais élève dans les rapports. Bon, si ça vous dit quelque chose, vous changez. En réalité, si ça ne vous dit rien, quand la CEDEAO s'est réunie pour dire faites ceci après les élections, qu'a fait le Bénin? Le Bénin est passé outre. Est-ce que la CEDEAO a dépêché une base militaire ou envoyé? Non. Elle a dit les pays sont libres de faire de leur bon vouloir, quoi. Il y a pas de moyen de coercition, il n'y a rien. C'est de la bonne volonté, de la bonne foi. Ce rapport serait classé dans Non, les je n'ai placards. pas dit que ça serait classé. Ça dépendra du lobbying du Bénin. Ça dépendra des relations, des alliés que le Bénin aurait eu. Donc, le Bénin peut surfer sur le rapport pour régler Voilà. le problème. Alphonse Moïse Soudé, sur la même question rapidement. Non, Une minute. pour régler cette situation, il nous faut du lobbying. Il n'y a pas deux choses à faire. C'est du lobbying, du grand lobbying. Trouver des Le alliés. rapport sera transmis Et au président de la commission de la CEDEAO. le président de la République du Bénin, il sait comment faire les lobbying. C'est un lobbying. C'est parce que le président Bouhari, il y a forcément des gens qui lui parlent et qui l'écoutent et il fait ce que cela lui demande. C'est ce que j'appelle lobbying. Parce que s'il est campé sur sa position, s'il refuse de demander, il y a forcément des circuits parallèles que nous pouvons emprunter pour lui faire entendre raison. Donc je demanderai à mon État d'emprunter ces circuits-là pour permettre à nos populations de ne pas être étouffées davantage. Merci à vous. Pas d'étouffement davantage, c'est sûr. C'est un mot de Alphonse Moïse Soudé que je conclue cette émission avec un plaisir et puis un sentiment de devoir accompli. À demain.